On se retrouve aujourd'hui pour parler des 10 meilleures lectures du deuxième trimestre. Je vous remets le trimestre 1 dans le petit i et on démarre tout de suite puisque vous connaissez le principe maintenant. Je fais un top 10 de ma moins bonne lecture de ces 3 derniers mois à ma meilleure lecture. Il y a eu plutôt des pépites, mais je vous avoue que trouver la dernière position c'était plus difficile que prévu. J'ai vraiment eu un mois de juin qui était tellement moyen que je savais pas quoi mettre. Voilà, il me manquait des titres quand même. Donc c'est parti tout de suite. En 10e position, j'ai donc placé Le Sceptre de Smertia, donc Les Royaumes de Zelmia de Maëla Pietri, publié dans la collection Teen Spirit de Bookmark. C'est un service presse et dans celui-ci on va suivre une jeune fille qui avait disparu depuis un certain temps et puis elle va réapparaître dans la haute société. Tout le monde va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Elle pensait que tout le monde pensait qu'elle était morte, ce qui n'était pas le cas. Elle se retrouve confrontée à des complots politiques autour d'elle dans des situations sociales très complexes et elle va être accusée à tort du vol d'un objet. Elle va se lancer dans une quête afin de déterminer qui est derrière tout ça et c'était hyper chouette. En fait, je pense que si je l'ai placé là, c'est que j'étais très surprise. Je m'attendais pas à aimer autant ce titre-là. Je n'en attendais rien et j'étais agréablement surprise. C'est assez dense, il y a beaucoup de personnages, il y a un côté académique que j'adore, il y a un gros mystère qui plane et quand ça finit, c'est génial. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai le deuxième tome qui m'attend dans ma pile à lire. J'espère qu'il sera à la hauteur de ce tome-ci ou même supérieur. On continue ce top avec Le Prince sans terre de Liz Chrysler qui est le deuxième tome compagnon dans le monde de Demos. Le premier tome, c'était donc la bénie de Césarée où on suivait Virina qui était bénie par le dieu Césarée. On est dans un monde qui est divisé en trois selon 3 dieux et donc dans celui-ci nous allons suivre le descendant d'Arthos et les personnages n'ont absolument rien à voir. Moi j'ai adoré ce tome, je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde, il est très différent et peut-être un peu plus simple par rapport au premier tome, mais pour moi ça l'a fait. Je me suis énormément attachée à ce personnage qui est rempli de doutes, qui n'avance pas parce qu'il est tout le temps dans sa tête, mais c'est extrêmement contrebalancé par un autre personnage qui est présent qui s'appelle Niv. Enfin, c'est écrit Niam, mais ça se dit Niv, et qui elle est tout l'inverse de lui, qui en gros lui botte le derrière afin qu'il avance. Elle le fait vraiment d'une bonne manière et le complément des deux, moi j'ai vraiment adoré. C'est vraiment très chouette, j'adore la plume de l'autrice et j'ai très hâte de voir ce que va donner le 3e tome puisque on nous l'introduit à la fin de celui-ci et je me dis que ça va être une torture avant que ça sorte parce que vraiment c'était trop cool. En 8e position, j'ai placé Les Silences de Mona de Nora Lake, publié chez Naos. C'est une histoire qui parle de relations toxiques. On y suit ici une jeune fille qui va se faire interroger par un psychiatre après la mort suspecte d'une des élèves et donc on va suivre cette fameuse jeune fille, Charlie, qui va nous raconter ses histoires et tout le livre est entrecalé entre les bouts d'histoire et les moments avec le psychiatre. Ça donne un cocktail assez détonnant. Ce que je retiens, je pense, en majorité, outre le côté toxique où tu sais en fait dès la base que ça va être un cercle infernal jusqu'à arriver à faire des choses qui nous semblent impensables, il y a vraiment cette barrière entre l'histoire et les moments avec le psychiatre et je trouve que c'est super bien fait. La plume de l'autrice est géniale, vraiment ça a un côté très Dark Academia, donc si vous aimez le Dark Academia, les relations toxiques, enfin vous aimez pas les relations toxiques mais vous aimez comprendre comment ça fonctionne, enfin lire des relations toxiques, le côté psychologique, franchement allez-y, c'était génial. Le côté Dark Academia est surtout représenté via la littérature puisqu'ici les personnages sont dans un cursus littéraire et l'autrice est capable de nous mettre des bouts de texte comme si c'était chacun des personnages qui l'avait écrit, donc t'as l'impression d'avoir 10 personnes qui ont écrit ce titre-là, alors que c'est la même. Je trouve que c'est du génie. J'ai vraiment adoré et j'ai très hâte de découvrir d'autres titres de cette autrice parce que franchement, sa plume m'a tapé dans l'œil et elle écrit beaucoup aussi d'historique. Donc forcément, je vais sauter dessus à un moment donné parce que c'est un autre genre littéraire que j'adore. Et avec la plume de Nora Lake, à mon avis, ça va être vraiment génial. On continue avec une cozy fantasy, donc Rewitched de Lucy Jane Wood, publiée chez Calix. Ici nous allons suivre Belle qui est libraire et à la veille de ses 30 ans elle va recevoir une invitation de son coven pour savoir si elle peut garder ses pouvoirs ou pas. Elle va passer toute une épreuve pour savoir si elle peut les garder ou non, si elle les mérite ou non, et sauf qu'elle a un peu délaissé ses pouvoirs. Elle va être soutenue par 3 personnes, sa mère qui est très optimiste, son mentor qui est un brin sociopathe et un protecteur qui est très beau. C'est eux qui vont lui permettre d'accéder ou non à ses pouvoirs.
Et j'ai vraiment adoré cette histoire. Donc vraiment c'est cocooning, c'est mignon, c'est doux. Et le point fort, c'est qu'il a une relation intergénérationnelle qui est tellement chou. Vraiment, ah là là, j'étais limite les larmes aux yeux tellement c'était beau. Vraiment, c'est le genre de relation qu'on voit assez peu dans les romans, mais qui moi me fait craquer. Donc forcément ça a marché. Il y a une espèce de romance ici, mais elle est très anecdotique, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est pas du tout le cœur de l'histoire. Et il y a une intrigue de fond qui apparaît en fait vers la fin du récit, qui rythme toute la fin. J'ai vraiment adoré ce décalage entre ces moments tranches de vie et ces moments bourrés d'action. C'était génial, je ne peux que vous le recommander. Si vous aimez la comédie fantasy, allez me lire celui-là, vous allez voir, c'est génial. On continue avec un titre qui est en fait je vais vous parler des 2 tomes de La Ballade funèbre de Art et Mercy et La Ballade fabuleuse de Twila et Frank, qui est une même saga, mais ce sont des tomes compagnons, donc je les ai couplés ensemble parce que cette saga est... C'est donc des tomes de romantasy dans un monde extrêmement loufoque qui est... à côté de ce qu'on peut connaître. Dans le premier tome, on va suivre des jeunes gens dont l'un est ranger et l'autre est croque-mort. Donc déjà, ça bosse les bases, tu sais que ça va être un peu loufoque. Et ils entretiennent une relation épistolaire. Les deux ne savent pas que c'est l'un et l'autre, mais nous, en tant que lecteurs, on sait. Et c'est vraiment, c'est tellement beau. Vraiment, c'est le genre de romance qui ne met pas de côté les tracas du quotidien. Ils ont des problèmes que n'importe qui pourrait vivre. Tout ça dans un monde qui n'a absolument rien à voir avec le nôtre. J'ai trouvé ça tellement bien fait, tellement beau. Vraiment, j'ai été happée totalement par ce premier tome. Et quand j'ai découvert le 2e tome le mois d'après, donc La Ballade fabuleuse de Twila et Frank, les noms sont par contre beaucoup trop longs. Dans celui-ci, on va suivre des personnes qui ont la 50e année, ce que j'ai trouvé extrêmement rafraîchissant, puisque dans la majorité des romances, il n'y a pas du tout ce type d'âge qui est représenté. Et ils ont donc des parcours de vie qui sont différents, des bagages qui sont différents, des discussions qui sont différentes, des activités qui sont différentes. Bref, tout est différent de ce qu'on peut lire d'habitude. Et j'ai adoré pareil. C'est celui-ci un Friends to Lovers, parce que le premier c'est un Enemies to Lovers, le deuxième c'est un Friends to Lovers, et j'adore cette trope. C'est doux, c'est mignon, parce que c'est des gens qui s'apprécient déjà, qui s'aiment déjà d'une certaine manière, et il faut qu'ils franchissent ce cap-là de est-ce qu'on va détruire quelque chose en étant ensemble. Et vraiment, j'ai trouvé tellement belle pareil cette histoire, j'étais tellement attendrie par ce qui se passait. Je trouve cette saga vraiment géniale. Il reste un dernier tome qui n'a pas encore été traduit en France, donc La Ballade de Rosie et Adam. Je sais pas encore ce que c'est, ça sera La Ballade quelque chose de Rosie et Adam, et j'ai trop hâte de le découvrir. J'espère qu'il sera à la hauteur des 2 premiers, parce que j'ai vraiment adoré. Si vous aimez la romantasy belle, qui vous ment pas, qui ne prend pas les gens pour des cons, qui est assez réaliste, franchement allez-y, c'est fou. On arrive au top 5 et je vous place ici The God and the Gummio, donc de Sophie Kim, qui a été traduit en français chez Sabran, je crois qu'il a été traduit le mois dernier. Et c'était incroyable. Donc ici, on va suivre 2 personnages. On va suivre un dieu qui a été déchu et une Gummio qui se nourrit d'hommes, soit de foi, soit d'âme. C'est une Gummio qui est extrêmement prolifique, qui est recherchée et archi recherchée, sauf qu'elle s'est calmée à un moment donné et elle travaille dans un café alors qu'elle déteste ça. Alors que lui est vraiment un addict au café. Vraiment, il le fait toujours de la même manière, de la même façon, au même moment, aux mêmes heures. C'est rythmé vraiment à la seconde près. Et un jour, on va lui imposer une assistante. Et donc, notre Gummio va se déclarer pour devenir l'assistante. Surtout pour, en fait, enquêter sur l'espèce d'enquête qu'il y a autour de sa propre personne. Mais aussi par rapport à une deuxième enquête qui est introduite. Et c'était génial. Pareil, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la dynamique. J'ai beaucoup aimé les niveaux d'enquête. Parce que du coup, il y a elle qui doit se protéger par rapport à sa propre enquête. Mais il y a aussi la deuxième enquête avec le deuxième personnage qui prend. Donc en fait, t'es jamais en train de t'ennuyer parce que t'as toujours un niveau d'intrigue qui est en train d'être traité. Et par-dessus tout ça, il y a donc une espèce d'alchimie qui se crée entre eux deux. La fin est déchirante. La fin vraiment, mais
horrible. Après t'as l'épilogue qui te met un peu de baume au cœur, mais vraiment la fin elle est atroce. J'ai très peur de la suite. Elle devrait arriver chez moi en août-septembre puisque je le lis en VO. J'ai trop hâte de continuer cette saga parce que j'ai vraiment trop aimé la dynamique des personnages et tout ce qui s'y passe. C'était très inattendu, mais vraiment j'ai adoré. On continue en 4e position avec La Prophétie de l'Ambre, donc le dernier Phoenix publié chez Gulfstream. Nous sommes ici sur un récit young adulte dans lequel nous allons suivre 2 points de vue. Nous allons suivre le point de vue d'une jeune fille, Ashaya, qui a vu toute sa famille se faire décimer et elle va se mettre au service du prince puisque ce serait lui qui serait la cause de ces tracas, donc pas vraiment le prince mais son père. Son père va décéder, donc nous on va suivre en parallèle le prince, ce fameux prince, qui va hériter du sceau familial avec lequel il y a une malédiction disant que sa lignée est maudite et qu'il sera le dernier de cette lignée. C'est incroyable, la plume est géniale, vraiment elle est fluide, elle est prenante, elle est entraînante, belle, ça y est, ça nous fait une bonne représentation des paysages parce que moi j'avais vraiment l'impression de l'avoir devant moi ce paysage. J'ai adoré toute la dynamique autour du système de magie parce que c'est tout sous forme de sceau et c'est quelque chose qu'on voit extrêmement peu, ou du moins que je n'ai jamais vu mais peut-être qu'il existe. J'ai vraiment accroché à tous les items de cette histoire. Je sais passer à rien d'un coup de cœur parce que vraiment c'était génial. Et c'est une duologie, donc j'attends la 2e tome avec tellement d'impatience. Je saute dessus à l'heure où ça sort. C'est franchement niveau young adulte, c'est un young adulte qui est extrêmement poussé, qui prend pas les jeunes adultes pour des bêtes. Il y a beaucoup de choses autour des personnages. J'ai beaucoup aimé la relation aussi qu'ils entretiennent tous les deux. Il n'y a pas vraiment de romance dans ce tome-là, mais ça sent poindre à un moment donné. Je pense que ça sera jamais le cœur de l'histoire. Mais quand même, il y a une double intrigue aussi qui est à l'intérieur. Incroyable, voilà, allez me lire ça, j'ai trop aimé. On arrive sur le podium avec le livre des portes de Gareth Brown, publié chez Sodatine, qui a été pareil, une histoire auquel je ne m'attendais absolument pas. Je l'ai commencé parce que je l'avais vu sur divers comptes. Franchement, c'était étonnant. On est dans une histoire où on va suivre une jeune fille qui un jour dans sa librairie va découvrir un de ses habitués qui va mourir et il va lui léguer un livre, le livre des portes, et ce livre lui permet de passer de porte en porte et d'aller n'importe où dans le monde grâce à une porte. Et elle va découvrir à partir de là tout un système de livres avec des pouvoirs, c'était génial. Il y a pareil, plusieurs niveaux d'intrigue, t'as un niveau vraiment au niveau relationnel, mais t'as aussi tout ce qui en découle des livres et forcément des gens malveillants qui essayent de mettre la main dessus. Il y a tout un pan sur le voyage dans le temps. C'est pareil, je pense que j'en attendais tellement rien que j'ai été hyper agréablement surprise. Ça se lit tout seul, c'est très fluide, les personnages sont extrêmement mignons. Il y a des moments tranches de vie à l'intérieur qui sont rythmés avec des moments de violence. Il y a une espèce d'affrontement entre la douceur des relations et la violence du monde. Pareil, franchement, j'ai passé un excellent moment. J'avais très envie d'avoir la suite tout le temps. Je l'écoutais en audio, je faisais des pâtés de maison supplémentaires pour pouvoir lire plus longtemps. J'étais à fond dans ce livre et je n'ai pas été du tout déçue de la fin. C'est un one-shot d'une extrême qualité qui est assez simple dans les faits, c'est du fantastique mais qui est extrêmement surprenant et qui franchement transporte. C'est beau, c'est mignon et en même temps c'est dur, c'est effroyable. J'adore. Le voyage dans le temps en général c'est un peu casse-bonbon et là c'est pas du tout le cas, c'est hyper bien traité. Il part d'un postulat qui fait que ça fonctionne du début à la fin où il n'y a aucune chose qui ne peut être remis en question. J'ai vraiment adoré. En 2e position, j'ai mis La Petite Boutique au Sortilège de Sarah Besders, publié donc chez Brajlon, qui est aussi une cozy fantasy. Et dans celui-ci, nous allons suivre Kiela, qui est de nature solitaire, et un jour que sa bibliothèque va prendre feu, elle va partir en exil et retourner sur sa terre natale alors qu'elle n'aurait jamais dû y retourner. Et à partir de là, elle va se rendre compte que son île est complètement abandonnée par le gouvernement. Elle va donc décider d'ouvrir une petite sortilègerie, mais elle se met en danger puisqu'elle n'est pas censée donner la magie au petit peuple, c'est interdit par la loi. Elle va rencontrer des personnages hauts en couleur. J'ai vraiment adoré l'ambiance, les paysages, les personnages. C'est un vrai bonbon ce livre. Tout est doux, tout est bien fait, tout est rythmé correctement. C'est lent sans trop l'être. Il y a des moments où ça se réaccélère. Il y a des petits enjeux qui font que t'es complètement pris dans l'histoire quand même. Vraiment, si tu cherches la définition du cozy fantasy, ce livre, c'est
le livre de la Cozy Fantasy. Il y a absolument tout dedans. Il y a un compagnon qui est extrêmement mignon, qui là, elle a case une plante. Il y a une dynamique entre eux que j'ai vraiment adorée et qui rajoute encore un rythme au récit. Il y a une romance qui est plus ou moins présente dans ce livre, mais qui rajoute en fait au charme de tout le reste de ce qui se passe. C'est un livre charmant, c'est un livre qui prend le temps, c'est un livre qui est mignon, qui est attendrissant, qui a du rythme, qui a... voilà, j'ai vraiment adoré cette Cozy Fantasy. Je ne suis pas la seule à en avoir parlé, mais si vous n'avez pas encore découverte, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et on termine, forcément, vous n'allez absolument pas être étonné, avec Les Sirènes d'Emilia Hart, publiées chez les Jachimistes. Si vous n'avez toujours pas découvert cette autrice, qu'est-ce que vous attendez? C'est une autrice incroyable. Donc j'ai lu 2 titres, donc La Maison au Sortilège et celui-ci. Les deux sont au même niveau, j'ai adoré. Celui-ci, ça a été un giga coup de cœur. Je pense que la différence entre les deux, l'autre n'a pas été un coup de cœur réellement, je crois que c'est passé à rien, mais c'est que l'un je l'ai lu en audio et l'autre je l'ai lu en papier, et je pense que c'est là où est toute la différence. C'est que l'un je l'ai fait un peu traîner de jour en jour, celui-là je l'ai bouffé assez rapidement, puisque c'était le genre de livre qui me permet de ralentir. J'ai envie de lire chaque mot, chaque tournure de phrase, chaque point, chaque tout. Vraiment, je ne veux rien louper. La plume est envoûtante, le livre en lui-même est envoûtante, l'ambiance est tellement prenante, t'as l'impression d'être immergé dans ton bouquin, d'être avec tes personnages. C'est une dinguerie vraiment ce qu'elle arrive à faire de ses bouquins. Donc ici on va suivre Lucie qui fuit le mal qu'elle a fait, mais aussi le mal qu'on lui a fait. Elle va atterrir chez sa sœur, sauf qu'elle va se rendre compte une fois sur place que sa sœur a complètement disparu en laissant tout en plan. Elle commence à s'inquiéter, et à partir de ce moment-là, elle va commencer à entendre des murmures de femmes qui leur racontent une histoire. Elle comprend pas pourquoi il y a cette histoire qui remonte à la surface. Nous non plus on comprend pas, et comme à chaque fois dans les livres d'Emilia Hart, il y a plusieurs points de vue qui sont à différentes époques, et au début, même si tu ne comprends absolument pas pourquoi on te présente ces personnes-là, à un moment donné tout va se relier, tu vas faire « Ah oui, c'était pour ça alors !» C'était génial, vraiment c'est une dinguerie, c'est... Vraiment c'est sensationnel. Ce qu'elle est capable de faire dans ses livres, c'est sensationnel. Entre la plume, l'ambiance, les sujets dont elle parle, puisqu'ici, à chaque fois, nous parlons de place de la femme. Attention, il y a des trigger warnings à l'intérieur, ce n'est pas pour n'importe qui. Renseignez-vous avant. Je ne sais pas s'il y a une page de trigger warning dans celui-ci, mais oui, faut faire attention, quoi. Je crois pas. Mais oui, il faut faire attention à ce dont on parle. Parce qu'il y a des scènes qui peuvent choquer, plus ou moins, mais ça peut choquer certaines personnes. Si vous avez les épaules pour, allez me lire ça. Je pense que je ne suis loin d'être la seule à vous parler de cette autrice-là, mais je pense que c'est vraiment une autrice qu'il ne faut pas louper, qui mérite vraiment le coup d'œil et qu'on lui accorde de l'intérêt, parce que moi je suis absolument fan de ce qu'elle produit, j'ai trop hâte d'avoir le suivant. On va terminer avec ce top 10, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos meilleures lectures de ces 3 derniers mois. Moi j'ai été plutôt garnie au niveau bonne lecture, et franchement je veux que ça continue comme ça. J'ai quand même réussi à avoir un certain nombre de coups de cœur depuis le début de l'année. Par rapport à l'année dernière où j'avais vraiment peiné, là ça commence à se remettre correctement sur les rails. Je suis assez contente. Et puis je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bonne semaine!